Bienvenue, aujourd'hui on va continuer de s'intéresser au concept d'incestualité et plus précisément on va essayer d'aborder les conséquences possibles, probables, lorsque l'on a été victime d'un climat incestuel. Alors je m'intéresse toujours au concept donc de Paul-Claude Racamier qui a été créé dans les années 80-90, 1980-1990, donc l'incestuel, l'incestualité. Et je vous renvoie à cette vidéo, donc la précédente, qui traite donc du cadre de l'incestualité, qui explore ce concept et tente de vous proposer donc une forme de définition pour mieux l'aborder, pour mieux le comprendre. Ce concept a été ensuite étudié, traité par d'autres auteurs et je vous propose donc une petite bibliographie dans la description. Encore une fois, les trajectoires de vie sont individuelles, singulières donc, et les symptômes, les mots qui peuvent intervenir dans la vie des personnes sont singuliers. Donc il s'agit ici de vous proposer des possibles, mais en aucun cas d'enfermer les gens dans des cases. Au sein du climat incestuel, l'enfant va très vite comprendre finalement que quelque chose ne va pas. Et c'est là où ça peut être très lourd, parce que il ne va pas le regarder ça, il va peut-être l'oublier, en se culpabilisant. C'est lui qui ne va pas. Si quelque chose ne va pas, c'est moi, l'enfant. J'en fais pas assez, je suis pas assez dans la conformité de ce qu'attendent mes parents ou ma mère en particulier. Je ne fais pas assez pour elle. Eh bien, ce doute, ce questionnement va très vite laisser place à cette culpabilité. C'est moi le problème. Je suis le problème. Il y a une très grande culpabilité qui peut s'exprimer dès lors qu'il cherche à être autonome, à sortir du giron familial. Je mets en péril la famille, je fais du mal à maman ou à papa. On peut dire que leur inconscient est dur avec elle, qu'il les punit dès lors qu'il y a une volonté, une velléité de prise d'autonomie dans leur vie. La culpabilité, ça fait croire à l'enfant que c'est lui le problème. Il y a quelque chose en boucle qui va se mettre en marche régulièrement, dès lors que l'enfant va commencer à être dans un processus thérapeutique, c'est moi le problème, j'ai toujours été le problème, mes parents avaient raison, ma mère avait raison. Et oui, parce que en faisant ça, c'est une forme de protection de la relation aux parents incestuels, et donc ça protège le pseudo-amour qu'il y a pu avoir. C'est très difficile de se dire « Non, je n'ai pas à être coupable ». La culpabilité, c'est quelque chose qui est une conséquence de cette relation. La culpabilité, elle n'est là que parce que je ne veux pas voir le manque d'amour qu'il y a du côté du parent. Je ne veux pas voir l'abus du côté du parent. En pensant que je suis coupable de quelque chose, je protège le parent, inconsciemment parlant. Je protège la relation. Dès lors que vous enlevez la culpabilité, que vous regardez la responsabilité de l'adulte face à un enfant qui n'a rien demandé, eh bien, vous voyez que la relation, effectivement, elle est vide d'amour. On ne peut pas être un parent incestuel et être aimant. Dès lors, pour un enfant qui soit arrivé à l'âge adulte, parfois mature, comme 30, 40, 50 ans, c'est extrêmement éprouvant. Et donc, la culpabilité va venir teinter le processus thérapeutique un certain nombre de semaines, de mois, d'années, le temps que le psychisme de la personne abusée puisse accepter la relation telle qu'elle est. Les personnes souffrent beaucoup. Elles sont tristes quand elles prennent conscience de ce climat incestuel et de ses conséquences. Et elles sont tristes quand elles prennent conscience de ce dont elles ont manqué. Que l'amour n'était pas au rendez-vous, l'amour filial n'était pas là. Le parent a pris beaucoup plus qu'il n'a donné. Le parent s'est servi comme dans un self-service de l'enfant. Il l'a objectisé, on l'a vu, donc je ne vais pas y revenir. Mais lorsque vous prenez conscience de ça, c'est très dur parce que il y a un deuil qui se met en place, c'est celui de ne pas avoir eu des parents aimants. Il n'a pas pris soin de vous, il n'a pas pris soin de l'enfant, ce parent. Il vous a utilisé narcissiquement. Bien souvent, pour résumer, on pourra dire qu'une personne qui passe par la case de l'incestualité, qui aura connu ça, aura du mal à être elle-même. Juste elle-même. Sans masque, sans peur, sans brouillage. C'est-à-dire, elle aura une difficulté à entrer en relation simplement avec les autres en étant elle-même. Elle n'aura pas intégré qu'elle est aimable. Sa valeur, sa confiance en elle aura été altérée. Et donc, il y aura un réapprentissage, une mise en perspective de tout ça par rapport au passé, et qui permettra peut-être, dans un cadre thérapeutique, dans un second temps, après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans, je ne sais pas, mieux vaut tard que jamais en tout cas, de se reconstruire,
d'apprendre qui l'on est, de pouvoir s'autonomiser, d'avoir le droit d'être ce que l'on est, d'accepter, de se reconnecter à des désirs et potentiellement à les vivre. À l'âge adulte, ça pose des gros problèmes dans la relation à l'autre. Comment aimer quelqu'un, comment être aimé, comment ne pas se sacrifier dans une relation, comment ne pas avoir peur d'une relation qu'elle nous mange à nouveau. C'est-à-dire que le partenaire est vu comme quelqu'un qui peut être dévorant. Et vu l'expérience qui a été vécue par l'enfant, on peut comprendre. Une des conséquences qu'on peut aborder, c'est la dépendance affective. Beaucoup de sujets qui sont passés par une famille incestuelle n'auront pas cette autonomie intérieure, ce sentiment de plénitude et d'être sécure. Ils n'auront pas intégré la bonne mère. Donc à partir de là, ils vont plus facilement se soumettre aux désirs d'autrui et donc vivre dans une forme de dépendance affective. Avec tous les risques que cela a, à savoir rencontrer un pervers narcissique qui va les martyriser. C'est tout à fait des personnes qui peuvent s'associer à un pervers narcissique et souffrir de cette relation terriblement parce que ils vont culpabiliser, ils vont revivre quelque part cette relation incestuelle avec le pervers narcissique. Pour d'autres enfants qui sont passés par le climat incestuel, il peut y avoir une autre conséquence, à l'opposé. C'est pas un manque de confiance. C'est justement une sorte un peu de mégalomanie qui est à l'œuvre. À force d'avoir été très survalorisé, l'enfant est rentré dans ce système, il croit, et donc il va avoir une problématique à l'extérieur de la famille qui s'exprimera parce que il a un côté j'en veux encore, c'est jamais assez, et je veux une réussite sociale, il y a un moteur qui est à l'œuvre, qui l'essouffle, qui peut même amener un burn-out, qui peut le détruire, mais ce moteur est plus fort que lui, que sa santé, que son bien-être familial. Il va tout brûler pour obtenir la place qui était convoitée dans le fantasme familial ou dans l'esprit du père ou de la mère. Voilà ce qu'il faut être pour être bien. Voilà. Et donc il va essayer d'y aller, quitte à se brûler les ailes. Pour un enfant qui a eu une mère incestuelle, les conséquences dans la vie de couple peuvent être très importantes. Par exemple, la proximité à la mère qu'il a eue et subie fait qu'il ne peut pas supporter le désir d'une compagne à son endroit. En même temps, il a une partie de lui qui est très satisfaite et heureuse qu'il y ait du désir, mais en même temps, il y aura une autre partie qui mourra dans le désir de cette autre femme parce qu'il se superpose à celui de la mère. On voit que le poids de la relation incestuelle, cet inceste moral qu'il y a eu, va teinter l'ensemble des relations que cette personne pourra avoir. Bien, par exemple, la sexualité peut être très pauvre parce que la sexualité est vécue comme sale ou comme quelque chose de dégoûtant. Dans un autre registre, la sexualité peut être hyper investie par un enfant victime d'un climat incestuel parce que cette sexualité est le moyen de témoigner à l'autre l'amour, amour qu'on n'arrive pas à exprimer sous une autre forme, par exemple. Donc on peut arriver dans quelque chose qui est soumis au désir de l'autre. Je suis tout entier à venir satisfaire tes désirs sexuels. Moi, je m'oublie dans l'histoire, mais donc j'investis fortement la sexualité parce que je sais que ça te fait plaisir. Cette problématique peut aller jusqu'à des troubles de la sexualité. Ça peut être par exemple éjaculation précoce, ça peut être impuissance, ça peut être impossibilité de jouir. Oui, la sexualité, c'est un des problèmes majeurs en termes de conséquences dans la vie d'un individu qui est passé par la case de l'incestualité, puisqu'il n'a pas le droit d'avoir des désirs et il n'a pas le droit d'être autonome à l'extérieur. Donc jouir par un autre que la mère ou que le père, suivant celui qui est le plus incestuel des deux, eh bien est interdit. C'est donc de l'ordre d'une interdiction qui est intégrée là au niveau du psychisme. Alors jouir dans ces conditions, avoir un orgasme, prendre du plaisir, donner du plaisir, ça peut paraître simple sur le papier ou dit comme ça, et ça l'est pas pour un enfant qui a vécu dans un cadre incestuel. Il peut y avoir des interdictions avec toutes les problématiques associées. On peut pas dire qu'il y a une pathologie liée à la famille incestuelle ou à l'incestualité. C'est plutôt qu'il y a une conséquence majeure qui est le manque de fantasme. Et dès lors qu'il y a manque de fantasme, il y a donc recours à l'agir plus facilement. Et c'est de là que va découler toute une symptomatologie ou une problématique
dans l'avenir ou dans le vécu de la personne qui a subi le climat incestuel. Il aura notamment recours plus aux problématiques de mise en danger de lui-même ou de problématiques addictives, alcoolisme, drogue. Ça peut être des problématiques liées au sexe, des mises en danger de soi-même. Ça peut être des problématiques à risque, donc des relations à risque, ça peut être des problématiques liées au jeu, ça peut être tout un tas de choses liées à l'agir. Vous avez nombre de gens qui sont issus d'une problématique incestuelle et qui vont avoir recours plus rapidement que d'autres à la violence physique ou au moins verbale. La pulsion sort plus rapidement, n'est pas secondarisée, n'est pas concassée pour être fluidifiée, on pourrait dire. Elle va sortir brutalement, elle va s'imposer à l'individu et aux personnes qui partagent le quotidien ou la vie de cette personne qui a subi donc la relation incestuelle. Pour être complet, on peut parler aussi d'agir très violent à l'endroit du suicide. Il peut y avoir aussi des violences physiques très fortes à l'endroit de la famille, une fois qu'elle est reconstituée par l'enfant qui a subi, ou une violence physique qui peut se retourner sur les parents. À un moment donné, l'enfant s'extirpe à sa façon de ce climat incestuel par la violence. C'est un degré paroxystique de cet impossible qui pourtant s'impose quotidiennement dans la vie des protagonistes, parents-enfants. Il peut y avoir des symptômes somatiques qui surgissent au cours de l'enfance et qui perdureront à l'âge adulte, symptômes somatiques qui seront rarement, par les médecins généralistes ou autres, rattachés au climat incestuel parce que c'est hors de portée en termes de clinique. Et dans le cadre thérapeutique, si un enfant devenu adulte va consulter un jour un thérapeute par exemple, c'est bien souvent long avant que le thérapeute puisse concevoir le climat incestuel dans son ensemble et comprendre qu'il y a eu donc des conséquences somatiques, qu'il y aura donc des symptômes liés directement à ce climat incestuel qui s'expriment et qui peuvent être très bruyants dans la vie de tous les jours de ce patient qui le reçoit. Pour le psychosomatique, on peut dire que les patients expriment quelque chose sur leur corps à l'endroit de ce non-dit familial, à l'endroit de cette vérité qui n'est pas accessible. Dans ce cas-là, on peut dire que le trouble somatique est en fait un agir déguisé. Il se substitue quelque part à l'agir. Donc il est directement lié à l'incestuel. Ça peut être des maladies à répétition, ça peut être quelque chose qui vient empêcher la procréation, qui vient gêner le sommeil plus que de raison. Voilà, donc on est dans quelque chose qui est un substitut à l'agir, directement lié à l'incestuel. Précisons ici qu'il est souvent compliqué pour quelqu'un qui a été victime d'un climat incestuel de le conceptualiser, de pouvoir l'accepter. C'est un cheminement, c'est long, ça demande de désintriquer plein d'éléments qui sont imbriqués les uns avec les autres et quelque chose qui est de forme de l'indicible, qui ne veut pas se révéler. Le clinicien peut être étonné des difficultés d'association que peuvent avoir les patients qui ont vécu dans un climat incestuel. L'incestuel, il crée pas le fantasme, justement, il tue le fantasme, il crée du vide, il crée un manque associatif vraiment évident. La personne est là, elle a du mal à associer les choses, elle ne vous aidera pas en tant que thérapeute, elle va répondre à vos questions quand vous lui posez, mais d'elle-même, elle ne saura pas forcément mettre en avant les points qui posent problème dans l'éducation qu'elle a subie, dans le climat incestuel dans lequel elle a baigné. Ça renvoie avec ce qu'on peut appeler la pensée blanche, un mode opératoire, une pensée opératoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, ces patients, sur leur vie, sur leur passé, sur leur enfance, sur leur climat familial. Pourquoi alors il y a ce mécanisme? Parce que c'est comme si ces patients étaient toujours plongés dans la cellule familiale avec un interdit de parler, un interdit de vérité. Dans une famille incestuelle, on peut dire qu'il y a un tabou qui porte sur la vérité, et on n'a pas le droit de dire la vérité. Et donc,
en thérapie, c'est quelque chose que le clinicien va ressentir très très rapidement. Il y a des murs, des défenses très épaisses. C'est un peu comme si c'était circulé, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est inconscient. La personne est construite là-dessus et donc il faudra la réassurer. Il y a tout un travail thérapeutique de longue haleine qui sera mis en place par le thérapeute pour venir pouvoir la désolidariser, cette personne, de ce sceau du silence dans lequel elle a baigné et de cette injonction qui est ne pas dire, ne pas penser la vérité. Dans un climat incestuel, rien n'est quantifiable, rien n'est mesurable, et puis finalement on peut dire rien n'est visible du point de vue de l'extérieur. Donc celui qui le vit, qui le subit, eh bien aura bien de la peine à pouvoir en parler a posteriori, à pouvoir comprendre où étaient les mesures, ce qui dépasse la mesure, où est ce qui était souhaitable et ce qui ne l'est pas. Évidemment, ce qui pose problème pour un thérapeute, c'est de repérer le caractère incestuel de la relation familiale, et c'est d'autant plus difficile qu'il existe quelque chose de l'ordre du graduel. Il peut y avoir certains éléments, comme il peut y avoir un tableau complet. Néanmoins, certains éléments apportent leur lot de toxicité à l'enfant en construction et aura des conséquences sur sa vie future. Le thérapeute est là pour accompagner, pour aider à débanaliser, à parler de quelque chose qui est marqué du sceau du secret, de la non-vérité, qui est brûlant et traumatique comme peut l'être l'inceste, mais qui est bien moins accessible dans sa forme, puisque c'est quelque chose qui est la normalité pour celui qui a vécu dedans. C'est son quotidien d'enfance, son quotidien d'adolescence. La famille incestuelle, elle est à débusquer pour pouvoir agir au plus tôt chez les patients qui viennent consulter certains thérapeutes. Ça peut aider à expliquer de nombreux symptômes et de nombreux mal-être et de l'ordre des dépendances, des problématiques addictives, donc des problématiques somatiques et autres liées à l'angoisse, etc., etc. Plusieurs auteurs précisent qu'il n'est pas rare de retrouver à l'origine de pathologies narcissiques ou dans les structures état limite, plus généralement, des origines liées à de l'incestuel au sein des familles. Tristesse, énorme tristesse. Ça peut être des mois et des mois de descente par la compréhension du système. Ça peut être des mois de solitude vécue intérieure, de quelque chose qui se brise, qui s'arrache. Au-delà de la tristesse, il y a à un moment donné de la colère qui va s'exprimer. Le thérapeute sera là pour accompagner, accueillir déjà et accompagner cette colère. Le thérapeute va donc travailler auprès de ces personnes issues d'un climat incestuel, d'une famille incestuelle, de ces personnes abusées donc. Et il va travailler sur la vérité. C'est un travail de long terme pour remettre les choses à leur place, pour replacer les parents du côté des abuseurs. Et à partir de là, de permettre aux personnes traumatisées d'accéder à leur humanité, à leur désir, à leur ambivalence, et de leur permettre d'exister et de prendre la place qu'ils méritent. Et parfois, ça permet de calmer des addictions, ça permet de les limiter tout au moins, ou de les éradiquer, ça permet de rééquilibrer des relations de couple, ça permet d'éviter de reproduire le climat incestuel dans sa propre famille que l'on est amené à créer, ça peut générer des améliorations de troubles somatiques, ça peut améliorer le sommeil, etc. Donc exister, avoir des désirs, voilà tout l'enjeu thérapeutique. Alors en thérapie, pour avancer, déjà il y aura tout le cadre générationnel qui sera reposé, le thérapeute fera en sorte de bien marquer la différence entre lui et son patient, veillera à ne pas gommer les limites justement qui peuvent exister entre lui et son patient. Certains patients vont ramener ce schéma familial sur le divan ou dans le cabinet pour démontrer que ce sont des gens qui se donnent à fond, qui peuvent recevoir l'admiration du thérapeute, puisqu'ils font tout ce qu'il faut. Et le thérapeute va travailler sur justement, mais vous êtes
aimable sans faire tout ça. Vous êtes aimable en tant qu'individu, vous avez le droit à être aimé et vous avez le droit à recevoir de l'amour. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes aimable quelque part dès lors et seulement lorsque vous faites tel type de choses ou que vous avez tel type de succès ou que votre salaire est à tel type de niveau? Qu'est-ce qui vous a mis ça dans la tête? Voilà, donc c'est une réflexion, une reconstruction autour de certaines valeurs qui ont été transmises dans ce cadre incestuel. Un enfant victime d'incestualité, c'est un enfant qui a été nié. C'est-à-dire que ses désirs ont été niés, son autonomie est niée. Il est nié en tant qu'individu, son existence a été niée. Vous voyez les conséquences au niveau, donc on l'a dit, de la confiance en soi, de la sexualité, etc., etc. Donc, le thérapeute va devoir passer par une très longue phase d'accompagnement, de mise à jour et de digestion de tout ce qu'on vient de dire. Il s'agit déjà de se voir comme une victime. C'est l'étape numéro 1. C'est une des étapes les plus difficiles pour les enfants qui ont été abusés dans un cadre d'incestualité. La clinique de Racamier le pousse à être très affirmatif là-dessus. En 1992, il précise « En toute relation incestuelle se dissimule un deuil expulsé ». Aux origines du climat incestuel, il faut chercher généralement du côté transgénérationnel, c'est-à-dire dans les générations du dessus. Bien souvent, au niveau clinique, on repère soit un secret familial autour d'un deuil qui n'a pas été fait, d'une mort qui a été cachée, d'un inceste qui s'est produit dans une ou autre génération précédente. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a un secret, un tabou familial qui existe et qui préexiste, on pourrait dire, à la cellule familiale. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait il y a un petit moment sur les cryptes familiales. C'est sur les mécanismes liés justement au secret, au non-dit, au tabou qui se transfère d'une génération à l'autre. Le secret est donc quelque chose qui vient fragmenter la pensée, qui vient créer du flou, du trouble à l'endroit de la généalogie. Tout un tas de choses qui pourraient être dites simplement, qui pourraient être transférées comme information, ne le sont pas, elles sont étouffées. Ces événements qui sont cachés dans les dessous de l'héritage familial sont des blessures narcissiques familiales. Racamier dit que le désir qui, chez la mère, la pousse à séduire narcissiquement son enfant est que cet enfant reste une partie d'elle-même, physiquement et psychiquement, et qu'à eux deux, ils forment un organisme omnipotent, défiant toute autre présence et toute autre loi. Ainsi, l'enfant narcissiquement séduit doit être comme s'il n'était pas né, en tout cas, comme s'il n'avait pas été engendré. La représentation du père et du sexe du père est exclue. Avec une telle relation, c'est quand même tout bénef pour la mère, qui, elle, il n'y a pas d'Oedipe qui se met en place, il n'y a pas de castration, il n'y a pas d'individualisation qui se fait du côté de l'enfant. Bref, la mère objectise complètement l'enfant, le garde, fusionne avec lui et se narcissise à travers lui. En faisant ça, le problème, c'est qu'elle tue le désir de l'enfant et qu'elle en fait finalement son objet, mais il devient un objet non-objet, puisque il n'existe pas en tant qu'individu qui a des désirs. On peut dire que dans les états névrotiques, l'Oedipe apparaît toujours masqué. Les problématiques oedipiennes, c'est toujours quelque chose de l'ordre du fantasme, du déplacement, de la condensation, enfin tous les mécanismes névrotiques que l'on connaît, qui vont finalement faire que la personne, on voit bien au niveau de son psychisme, a un conflit évident intrapsychique entre ses désirs inconscients et la loi. Dans les problématiques qui ne sont pas névrotiques, parmi lesquelles toutes les problématiques état limite, tout ce qui va être de l'ordre du narcissisme et autres, il y aura un conflit où les problématiques oedipiennes sont beaucoup plus exposées. Elles n'avancent pas couvertes, cachées. Elles sont là, on les voit, elles sont exposées. Et c'est finalement devant ces deux Oedipes qui agissent en refoulement, qui s'exposent, que Racamier est venu introduire une notion qui manquait selon lui, donc l'incestualité. Pour Racamier, l'incestuel est ce qui, dans la vie psychique individuelle et familiale, porte l'empreinte de l'inceste non fantasmé, sans qu'en soient nécessairement accomplies les formes génitales. L'inceste fantasmé, ça relève du registre de l'Oedipe. On peut, dans ses rêves, dans ses fantasmes, avoir une richesse incroyable, et on s'aperçoit quand on fait une analyse ou qu'on est en démarche thérapeutique que finalement
tous les personnages, toutes les choses, tous les objets, toutes les mises en scène qui sont les nôtres nous ramènent à quelque chose de l'ordre de la triade oedipienne père, mère, enfant. Mais dès lors qu'il y a non-fantasme au niveau de l'Oedipe, qu'il s'exprime beaucoup plus librement, eh bien on est dans le registre de l'incestuel et de l'inceste, c'est-à-dire on est dans l'agir. Rakami dira, l'inceste n'est pas l'Oedipe, il en est même tout le contraire. Pour y voir plus clair, prenons deux exemples de rêves. Un qui serait assez névrotique, où les choses sont très refoulées, déplacées, condensées par exemple. Enfin bref, imaginons un petit garçon qui est dans un bois et qui explore une forêt qui débouche à un moment donné sur une caverne qu'il va lui-même essayer d'explorer. Mais là, il est empêché par un géant qui arrive et qui lui jette, je sais pas, des champignons qui explosent et il a peur et il se sent tout petit face à ce géant et il court pour aller se réfugier dans la caverne qui se referme devant lui et pourtant il veut rentrer. Voilà, j'arrête là. C'est grotesque, bien sûr, puisque je force le trait. On est dans un rêve qui pourrait être un rêve, un fantasme exprimé oedipien. On peut, par le travail thérapeutique, arriver à comprendre que là, finalement, c'est un rêve qui est directement attaché à la volonté de l'amour à la mère et que le père vient faire obstacle, etc. Pourquoi pas? C'est une interprétation, il y en a d'autres, pourquoi pas? Dans le non-fantasme incestuel, les choses sont très claires, beaucoup plus claires. Par exemple, un autre rêve d'une autre personne qui dirait « Ah ben moi j'ai rêvé de ma mère, j'étais un petit garçon assis sur le lit, ma mère était à côté de moi, elle était nue et je lui ai dit Maman j'ai envie de te caresser les seins ». La mère répond « Mais tu es fou, ton père pourrait rentrer ». On voit que c'est pas du tout le même type de rêve. Dans un cas, le fantasme oedipien est là, dans l'autre cas, il n'y a pas fantasme, au sens où c'est explicite, c'est clair, net, comme de l'eau de roche. La mère ne dit pas « Non, ça se fait pas dans le rêve ». Elle dit, dans ce rêve, non, tu ne peux pas le faire parce que ton père pourrait rentrer. Sous-entendu, il n'y aurait pas le père qui pourrait rentrer, elle serait d'accord. Et là, le lien incestueux s'exprime dans ce rêve. On voit bien qu'il y a là pas de fantasme qui s'exprime, juste quelque chose qui existe, qui s'entend. Et il pourrait y avoir un degré supplémentaire dans une dimension incestuelle très étouffante. Vous pouvez avoir l'enfant, jeune adulte ou adulte, qui rêve clairement qu'il est en train d'avoir un acte sexuel avec sa mère, très clairement, et même ressentir dans le rêve du plaisir. Plus le fantasme s'exprime, justement, avec tous les déplacements, les refoulements, les condensations et tous les mécanismes de protection qui existent à l'œuvre du côté névrotique, plus on est donc dans le deep. Moins il y a de précautions dans le rêve pour justement masquer, déformer, cacher, flouter les choses, plus elles s'expriment crûment, et bien plus vous êtes dans un psychisme qui ne sera pas du côté oedipien névrotique donc. Allez en discuter avec des thérapeutes concernés qui connaissent l'incestualité, qui pourront prendre la mesure de votre cas individuel et explorer avec vous donc les conséquences, s'il y en a, de votre passage dans une famille incestuelle.